Bonjour et bienvenue sur EcoMap, l'échographie pratique, facile et surtout utile du médecin généraliste. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un like et un commentaire parce que c'est vraiment très encourageant, ça me fait extrêmement plaisir de voir que ce travail que je fournis à la fin de ma consultation sert aussi à d'autres personnes et sert à répandre un petit peu l'échographie dans les cabinets de médecine générale. C'est quelque chose de très important pour moi. Pareil sur le Facebook, hein, mettez-moi un like pour être tenu au courant de la sortie des nouvelles vidéos. Et puis, votre formation à l'échographie est toujours offerte au moment où je fais cette vidéo. Le lien est dans la description. Il vous suffit de cliquer dessus et de me rejoindre pour vous mettre, vous aussi, une bonne fois pour toutes à l'échographie. Et je vous garantis que ça rendra énormément de service à vos patients. Alors aujourd'hui, on va faire un cas clinique pas facile. On va faire un cas clinique de musculo-squelettique, mais centré sur les nerfs. Et on va faire une étude de nerfs qui va pas être, comme d'habitude, un canal carpien. Vous savez que je suis très friand d'échographie du canal carpien et en particulier du nerf médian parce que je trouve ça extrêmement informatif et puis ça peut se faire en consultation, c'est pas si difficile que ça à prendre. Mais aujourd'hui, on va étudier un autre nerf, on va étudier le nerf radial et une pathologie rare qui m'a tout de même quand même surpris pour cette patiente et qui a permis de poser le diagnostic grâce à l'échographie. Vous verrez, c'est absolument passionnant. Donc c'est une patiente de 59 ans, travailleuse agricole, qui vient en consultation parce qu'elle présente sur la face postérieure du bras, de l'avant-bras et de la main une douleur assez intense. On va le voir, une douleur de type neuropathique, à type d'allodynie, hein. Dès qu'on touche un petit peu son bras et qu'on l'effleure, eh bien, elle est douloureuse. Elle a régulièrement dans le bras des élancements aigus. Et là, elle vient me voir parce qu'elle a été très inquiète. Elle a eu pendant plusieurs jours un épisode de paralysie finalement de la main et des doigts, avec une paralysie en flexion du poignet et une flexion de l'index et du majeur. Alors c'est très particulier, quand le patient vous raconte ça, déjà ça vous oriente pas mal au niveau clinique, mais uniquement de l'index et du majeur, également en flexion, qui a duré comme ça plusieurs jours avec une grosse difficulté, c'est une paralysie incomplète, hein, une grosse difficulté à réussir à obtenir l'extension de cette zone-là, et puis une augmentation de sa douleur au niveau de l'avant-bras. Alors l'examen clinique, je l'ai dit, orienté vers une douleur neuropathique, donc je me suis orienté un petit peu sur le nerf radial, vous voyez, qui colle très très bien au niveau du territoire de la patiente, hein, ça collait même parfaitement, hein, puisque ça commençait à peu près à ce niveau, au niveau de la face postérieure du bras, ça allongeait tout l'arrière de son avant-bras, et puis ça faisait un petit peu la partie dorsale, la moitié de la partie dorsale, essentiellement vers finalement le majeur et l'index au niveau des douleurs, avec encore des élancements vraiment aigus au niveau du majeur. Donc je me suis dit, on va reconvoquer la patiente, on va lui faire une échographie du nerf radial pour voir un petit peu si on ne trouverait pas quelque chose. Surtout qu'elle avait une bonne douleur cliniquement au niveau de son condyle latéral. Donc je me suis dit, est-ce qu'on n'aurait pas une lésion type compression de l'arcade de Frost, quelque chose comme ça. Donc voilà, l'échographie, c'est des choses qu'on peut rechercher. Il faut savoir trouver un nerf, connaître l'aspect normal d'un nerf, on va le voir ensemble, et puis ensuite, il faut le suivre, hein, il faut le retrouver et le suivre tout du long, hein, dans un sens comme dans l'autre. Moi, j'ai commencé globalement au niveau du poignet, on aurait pu très bien commencer au niveau du bras, moi j'ai l'habitude de commencer par le bas, et je suis remonté progressivement. Donc l'aspect normal d'un nerf, eh bien, c'est quelque chose qui va être échogène, qui est très sujet à l'anisotropie, donc il faut être parfaitement perpendiculaire. Mais si vous trouvez la perpendicularité, eh bien, vous trouvez quelque chose d'arrondi, d'échogène, qui va être globalement fibrillaire quand on va le prendre dans le sens de la longueur, hein, comme c'est le cas ici. Vous voyez, aspect classique, identique, que ce soit le nerf médian, le nerf radial, le nerf ulnaire. Tous les nerfs globalement ont la même échogénicité globalement le même aspect fibrillaire avec les parois parallèles. Donc quand on en a vu un, on les a tous vus quasiment. Et ce qui est très bien, c'est quand on l'a appris une fois, eh bien, on peut le reporter les pathologies sur d'autres zones, puisque un nerf pathologique va devenir, au contraire, eh bien, on l'a déjà vu pour le nerf médian, fortement hypoéchogène. Il va avoir tendance à s'épaissir ou à se déformer au niveau de ses parois. Et c'est bien visible, on le verra d'ailleurs ici dans ce cas clinique. On a donc suivi le nerf progressivement, donc du poignet jusqu'à la partie arrière de l'humérus qu'on a ici. Et vous voyez qu'au niveau de l'humérus, on va retrouver deux choses très intéressantes. La première, c'est que notre nerf va devenir fortement hypoéchogène
et son aspect global va se modifier. On le verra, je vous ai fait un comparatif juste après entre le nerf radial normal et le nerf radial pathologique. Mais donc déjà, ce qui est bien, c'est que ça attire l'œil immédiatement. On voit vraiment physiquement quand on suit le nerf un peu avec ce que j'appelle la technique de l'ascenseur, on voit le nerf devenir fortement hypoécogène, se déformer, s'épaissir. Eh bien, ça c'est en tout cas le signe d'une zone pathologique ici pour le nerf radial. Deuxième chose extrêmement intéressante quand on va scanner des nerfs comme ça, c'est que le plus souvent, à l'endroit de la compression, le nerf est très douloureux et ça a été parfaitement le cas avec cette patiente puisque j'ai réussi à suivre le nerf quasiment du poignet jusqu'au plexus et au passage ici en arrière de l'humérus, on en reparlera, la patiente m'a vraiment dit c'est exactement ça la douleur docteur, elle a d'ailleurs eu une décharge électrique au passage sur le nerf, elle m'a dit c'est exactement ça que je ressens. Attention, appuyez pas trop fort, etc. Enfin, c'était vraiment, on avait déclenché un trigger point très précis avec la sonde d'échographie. Et donc, comme vous voyez ce que vous avez sous votre sonde d'échographie, eh bien, ça vous aide énormément pour votre diagnostic de cumuler et la clinique et l'échographie. On voit ici que le passage du nerf en arrière de l'humérus est très sensible, déclenche une douleur et en plus a un aspect pathologique. Donc, vous avez quasiment votre diagnostic immédiatement. On va faire cette fois-ci une coupe dans la longueur de ce nerf au niveau du passage sur la gouttière humérale, hein, en arrière de l'humérus. Et vous voyez ce nerf qui va être moins fibrillaire que ce qu'on a vu tout à l'heure sur l'exemple et surtout beaucoup plus hypoécogène. On ne peut pas confondre par rapport à l'image que je vous ai montrée juste avant. On va refaire un petit comparatif histoire d'être sûr d'avoir bien compris. Donc vous voyez ici en transversal la différence entre le nerf juste avant qu'il s'engage en arrière de l'humérus. Vous voyez son aspect normo-écogène avec ici les petites fasciculations nerveuses. Et là, ici, le nerf au moment du passage finalement en arrière de l'humérus qui est beaucoup plus hypoécogène, même si globalement il garde à peu près le même calibre. Hein. On aurait pu le mesurer pour pouvoir différencier. En tout cas, à ce niveau-là, pour moi, il garde plus ou moins le même calibre. Alors regardez maintenant en transversal un petit peu la différence bien criante entre les deux, hein, au niveau de l'écogénicité et de l'aspect fibrillaire, hein, beaucoup plus écogène et fibrillaire ici sur la coupe de droite, puisque c'est la zone où il est normal, beaucoup plus hypoécogène, et puis on a quand même un peu plus de mal à repérer l'aspect fibrillaire, on le devine un petit peu ici, sur cette coupe au moment du passage dans la gouttière humérale. En dynamique, voilà ce que ça donne. On va avoir notre nerf ici et on va le suivre tout doucement pour voir un petit peu ce que ça donne au moment où il va se rapprocher de l'humérus et vous allez vraiment le voir se modifier au moment où il va passer directement au contact de l'os. Donc là, on a notre nerf ici. Il faut le garder à l'œil. Ça va vous faire un petit entraînement aussi. Donc c'est exactement comme ça. Là, je remonte progressivement ma sonde finalement vers le creux axillaire. Vous voyez qu'au passage ici, déjà, on a une modification de l'écogénicité. On a une modification aussi de la forme avec un nerf qui devient un petit peu comme qui dirait granuleux. Je relance un petit peu, surtout le début de la vidéo qui est intéressante. Donc je vous remets ici le nerf normal, vous voyez, toujours bien écogène, même, et là, ça y est, modification du nerf, et vraiment au passage ici, avec un nerf qui paraît un peu épais, boursouflé, modifié au niveau de son écogénicité, on le voit bien, et qui prend un aspect totalement pathologique. Ensuite, le nerf va devenir plus profond, il est plus difficile à suivre. On va devoir augmenter un petit peu la profondeur. Mais en tout cas, vous avez un petit peu compris le principe. J'essaye un peu de l'allonger pour voir si on peut l'avoir un petit peu dans le sens longitudinal. Mais je vous ai déjà montré les coupes juste avant. On voit quand même qu'il prend un aspect beaucoup plus hypoécogène et qui redevient un peu normo-écogène à distance. Alors, tout ça nous oriente vers le syndrome de Lothème, décrit en 1971. Alors, est-ce qu'il faut tout connaître en échographie musculo-squelettique? Non. Il faut connaître la base, il faut être capable de repérer les pathologies, de connaître quand même son anatomie. Mais normalement, vous êtes tous médecins, donc vous avez tous fait de l'anatomie. Donc, en principe, vous n'avez pas besoin de forcément d'être des champions d'anatomie du moment que vous avez de bonnes bases. Et puis après, les atlas d'anatomie sont disponibles en ligne. Donc, il faut savoir s'y référer. Il faut savoir aussi faire des recherches et vous arriverez à trouver les pathologies. Ici, si on connaît l'aspect normal d'un nerf, qu'on est capable de repérer les modifications de structure échographique du nerf et donc de les localiser précisément, notamment comme je l'ai dit, en écoutant son patient qui nous dit c'est exactement là
ça que je ressens, c'est cette douleur-là, eh bien, vous cherchez après tout simplement sur le net ce qu'il peut y avoir comme pathologie de ce secteur et vous allez réussir à poser vos diagnostics. Donc, il n'y a pas besoin de tout connaître pour se lancer en échographie, notamment musculo-squelettique, même si c'est un des domaines pour moi les plus difficiles. Mais voilà, c'est quelque chose que je voulais vous dire pour vous rassurer, parce que des fois, je vois des étudiants, des internes qui ont peur en disant, oh là là, mais je connais pas tout ça, je connais pas bien mon anatomie. Vous pouvez commencer avec une certaine base. Donc, le syndrome de l'OTEM, compression du nerf radial au bras dans la gouttière humérale, on l'a vu, en fait, où notre nerf va passer en arrière, comme ça, au contact de l'os, on l'a bien vu sur la coupe échographique, finalement sous le triceps, et il va se retrouver finalement complètement coincé sous le muscle, où on va avoir finalement une compression dans cette zone, dans cette gouttière osseuse, par le muscle ou par une arcade fibreuse accessoire qui a été décrite par l'OTEM, d'où le nom, et vous voyez que ça va créer ici une striction du nerf, d'où un syndrome avec trouble de la sensibilité et trouble moteur. Donc au niveau clinique, qu'est-ce que ça donne? Je vous laisserai tout relire, tout ça. Je ne vais pas tout vous lire dans la vidéo, sinon la vidéo va durer 1 heure. Mais globalement, ça collait très très bien, puisqu'on avait une patiente qui avait une douleur au niveau du bras, notamment au niveau du condyle latéral. Je vous en ai parlé, je pensais à une arcade de Frost, finalement, c'était pas ça. Et puis surtout, ce qui était extrêmement significatif, eh bien, c'était cette histoire de déficit avec notamment un poignet bloqué en flexion et les doigts longs, en particulier ici chez cette patiente, l'index et le majeur qui est également bloqué en flexion avec cette paralysie qui a duré plusieurs jours, qui a récupéré dans les suites. Hein. Moi, au moment où j'ai vu la patiente, elle était plus déficitaire, mais elle gardait par contre dans le territoire radial une pathologie de type neuropathie. Donc vous voyez, tout colle bien, et la localisation échographique, et l'aspect du nerf, et la clinique, on retombe facilement sur nos pieds ici, dans ce cas qui pourtant n'était pas facile. Hein. Donc si ce cas difficile vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à mettre un like et à mettre un commentaire. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi poser vos questions en commentaire. Abonnez-vous au Facebook pour être tenu au courant de la sortie de nouvelles vidéos. Puis votre formation d'initiation à l'échographie est offerte, le lien est dans la description. Je vous mettrai également le lien pour la formation en échographie musculo-squelettique dans la description. Allez, je vous dis à très bientôt sur EchoMap. Bye bye.